Voilà, alors nous allons traiter d'une question importante pour commencer ce colloque. C'est donc une question que je vous pose à tous les deux. Est-ce qu'une justice internationale est possible? Alors avant, il me faudrait normalement vous présenter. Alors il est vrai que nous vous avons entendu ce matin, mais je pense que tous les deux d'ailleurs, hein, vous êtes tous les deux intervenus ce matin, mais je vais quand même rappeler que vous êtes tous les deux avocats. Tous les deux, vous plaidez tous les deux devant la Cour pénale internationale. Philippe Sands, je rappelle donc qu'il a écrit de nombreux ouvrages, en particulier donc Retour à Lemberg dont nous parlions ce matin, et Maître Keïta, que vous avez rejoint donc la Cour pénale internationale en janvier 2007 en tant que conseil principal du Bureau de la Défense. Vous avez été membre fondateur. Ah, vous voulez que j'enlève mon masque? Vous avez été membre fondateur du Barreau pénal international et du Centre international de formation en Afrique des avocats francophones. Vous êtes un médiateur expérimenté et vous avez été aussi juge de première instance à l'Organisation internationale de la francophonie. Donc vous voyez la richesse, vous pouvez déjà anticiper la richesse des débats auxquels nous allons maintenant assister. Alors, Maître Keïta, je pense que vous allez peut-être commencer à répondre à la question et ensuite Philippe Sands pourra réagir. Donc en quelques minutes, vous nous présentez votre réponse à la question, je vous la repose. Alors, dites-nous, est-ce qu'une justice internationale vous semble possible? Merci Madame pour la présentation et merci à vous tous d'être là présents. J'ai eu beaucoup d'émotions ce matin en visitant le musée et surtout quand cela concerne des enfants. Et en ces temps assez troublés où on a tendance à banaliser des opinions et des mots extrêmes, extrémistes, c'est rassurant de voir que vous êtes nombreux ici présents et qu'il y a des vigies pour être les gardiens de notre patrimoine commun, c'est-à-dire notre histoire d'humanité. Pour répondre à votre question, ce livre y répond, c'est le statut de Rome. Oui, une justice internationale est possible, elle existe. Ce n'est pas facile. A été créée il y a bientôt 20 ans une cour qui s'appelle la Cour pénale internationale que je fréquente assidûment depuis 15 ans. C'est la première qui répond à un principe de droit fondamental que nous avons tous, nous juristes, chevillés au corps. Pas de peine, pas de crime, sans loi. C'est-à-dire que, avant de jauger ou de juger un individu pour ses actes, on pose d'abord le droit. Cette cour, elle a un ancêtre. Ce sont les juridictions de Tokyo et de Nuremberg. Je dirais que cet ancêtre a été considéré à l'époque, et même actuellement, un peu comme une justice de vainqueur. C'était facile pour ceux qui étaient poursuivis de dire « vous nous poursuivez parce que vous êtes vainqueurs. Vous avez peut-être commis les mêmes crimes que nous. » Il aurait été même interdit d'y faire allusion pendant le procès de Nuremberg. Au lieu de justice de vainqueur, ce serait mieux de dire que c'est la justice qu'ont organisé les vainqueurs. On peut imaginer une défaite des Alliés et peut-être que De Gaulle aurait été poursuivi si un procès avait été organisé par les nazis comme criminel de guerre. Ça, c'est l'histoire. Toujours est-il que Nuremberg, sans être parfait, ni pour les droits de la défense, ni pour le procès équitable, a eu le mérite, en moins d'1 an, de poser les fondements de la justice pénale internationale. Et au bout d'1 an, les décisions étaient rendues. Son arrière-petite-fille, la Cour pénale, ne peut pas être fière sur le plan du temps, du bilan. Les procédures sont longues, il y a une explication. Les procédures ne sont pas comprises. On soupçonne la Cour d'être politisée,
mais au moins elle a le mérite d'exister. C'est un mal nécessaire, c'est de la dissuasion judiciaire. Aujourd'hui, parce qu'elle existe, quand la foule est mécontente et marche vers le pouvoir, on ne tire plus sur la foule. C'est au moins ça, de positif. Ça ne fait pas de la Cour un organe irréprochable. C'est même une belle initiative. Tout ce qui s'est passé avant, comme je le disais, était souvent une initiative des Nations Unies, une résolution qui crée, après les massacres d'ex-Yougoslavie, le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Après le génocide du Rwanda, résolution des Nations Unies en 1994 pour créer le TPIR, c'est de la justice de réaction. On atteint une catastrophe, on veut réparer en posant le droit. Pas de peine, pas de crime sans loi. Et c'est enfin la Cour pénale qui va respecter ce grand principe. On se réunit, les États volontaires acceptent de fonder par un traité cette Cour et qui est permanente. C'est la seule qui est permanente. Les autres, c'est des ad hoc. Le tribunal spécial pour le Liban va bientôt fermer dans quelques mois, faute de moyens. Se réunir ensemble pour être plus fort, c'est le plus bel acte de souveraineté de la part des États que de renoncer à une part de cette souveraineté pour être plus fort ensemble. Décider pour la première fois à un niveau international que des victimes auront une place, c'est la Cour pénale qui le fait pour la première fois. Décider que les crimes seront imprescriptibles, c'est la Cour pénale. Décider que, quelle que soit la qualité d'un officiel, et c'est l'article 27, quelle que soit votre qualité, chef d'État, roi, reine, Premier ministre, votre immunité n'est pas opposable à cette institution. Elle a poursuivi des chefs d'État, elle en poursuit encore, Hassan Omar el-Bashir. Ça nous a valu d'être boudés par les États africains, mais au moins, personne ne peut ignorer l'existence de la Cour pénale. Alors, on nous reproche d'être une cour coloniale qui ne juge que des Africains. Vous pensez que si c'était une cour coloniale, j'y serais, moi qui suis fier de mes racines africaines, y compris Périgourdine d'ailleurs. Je dois dire que c'est une injustice qu'on fait à la Cour pénale de la traiter de juridiction coloniale. Ça a commencé lorsqu'en 2009, cette Cour a rendu un mandat d'arrêt osant poursuivre un chef d'État en exercice. Et là, les chefs d'État africains se sont dit, mais c'est quoi cette Cour? Mais Excellence, vous avez signé, vous avez même ratifié. Ah, oh là. Et la propagande a commencé contre la Cour pénale. Parce que juger des chefs de milice, ça ne gênait pas. Mais poursuivre des chefs d'État, il faut oser. Et dès qu'il y a un mandat d'arrêt, ils ont du mal à être chefs d'État et à se déplacer de par le monde. La Cour pénale est là. La justice existe. Vous ne pouvez pas vous développer pour un État dans un contexte de guerre civile. Et s'il faut instaurer la paix par la justice, la Cour pénale est là pour le faire et elle peut instaurer la paix et en fait permettre le développement. Ceux qui sont nos élus, ils sont là pour nous protéger. C'est leur premier devoir. Lorsqu'il y a des crimes contre l'humanité, mais le siècle dernier, on a marché sur la Lune, mais on marche sur la tête. On peut s'en prendre à des enfants, à des femmes, à des hommes, procéder à des viols. Il faut que l'impunité, c'est ça. Personnellement, j'ai refusé à la Cour pénale d'adosser le tampon
il y a quelques années, 10 ans de lutte contre l'impunité. Pourquoi? Parce que je suis de la défense. Je considère que lutter contre l'impunité, c'est le devoir d'un procureur. Je suis de la défense. Je ne lutte pas contre l'impunité. Je lutte pour la justice. Et la justice, c'est le procès équitable. C'est avoir une défense qui est au niveau d'un organe. Et pour cela, la Cour pénale n'y est pas encore arrivée, mais on reviendra dessus. Et encore une minute. Oui, oui, encore une minute pour vous dire que on peut reprocher beaucoup de choses à cette Cour, qu'elle ne poursuit que certaines parties de la planète. On ne poursuit pas des États, mais uniquement des individus. On peut lui reprocher d'avoir un gros budget, mais si vous regardez son ambition, ce budget est ridicule, il est de 149 millions d'euros. C'est ridicule. Quand on lui reproche de se mêler de ce qui ne la regarde pas et pourquoi elle ne poursuit pas en Israël ou ici, elle enquête. Ça lui vaut, pour certains de ses membres, d'être l'objet de punition de la part, par exemple, des Américains. Alors de Nuremberg à La Haye, vous verrez qu'à Nuremberg, les Américains étaient devant. Ils étaient devant dans les poursuites, dans les analyses. Et même ce matin, j'ai appris qu'il y avait, après Nuremberg, d'autres procès américains organisés par les Américains et ciblés contre les médecins, etc. Et aujourd'hui, la Cour pénale n'a pas réussi à réunir des grands. Si vous regardez le droit, ceux qui disposent du veto, il n'y a que les Britanniques et la France qui ont signé et ratifié. C'est dommage, les Américains n'y sont pas, la Chine n'y est pas, la Russie n'y est pas, l'Inde, le Pakistan, Israël. Mais c'est votre engagement, votre soutien qui permettra peut-être un jour que ces États s'estiment anormalement en dehors du processus. Il faut avoir foi en la justice internationale, se dire que même si ce n'est pas parfait, elle a au moins le mérite d'exister. Merci Nuremberg d'avoir ouvert le bal de façon imparfaite et qu'aujourd'hui ça se poursuit de façon encore imparfaite. Mais ça a le mérite d'exister. Pas de peine, pas de crime sans loi. Nul ne peut ignorer que la Cour pénale existe et elle n'examine que des faits et des crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et maintenant crimes d'agression qui se sont passés à partir du 1er juillet 2002. Avant, ça ne la concerne pas. Pourquoi? Parce que là, maintenant, on sait que le droit existe et que si on l'enfreint, on assumera ses responsabilités. Merci. Merci beaucoup. Alors, il y avait beaucoup de choses dans votre intervention. On est parti de la critique sur le tribunal militaire international de Nuremberg, justice des vainqueurs, mais c'est vrai qu'on apprend dans les facultés de droit que la justice des vainqueurs, généralement, c'est de fusiller les vaincus. Donc, peut-être que c'est une preuve que c'est bien une justice internationale, que de passer par un procès avant de décider de leur sort. Et ensuite, finalement, vous nous avez montré comme le statut de la Cour pénale internationale montrait que la justice pénale internationale était possible, mais qu'elle était encore imparfaite. Qu'en pensez-vous, Philippe Sands? Une justice internationale est-elle possible? Oui, assurée, non. Ça, on le reconnaît. La justice internationale est, je connais plutôt le terme en anglais, a long game, un jeu très long. Ce qui s'est passé en 1945, grâce à ceux qui ont négocié, adopté ce statut, aux procureurs, aux juges, et je salue tous les juges, y compris le juge Henri Donier de Vabre, ils ont fait un travail remarquable, mais dans un contexte très particulier. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert une porte. Et quand je pense jusqu'à où cette porte peut nous amener, je me rappelle toujours de deux anecdotes. Le premier, c'était il y a à peu près 25 ans, j'étais un jeune chercheur
à l'université de Cambridge, au St. Catherine's College. Il y avait un professeur là, avec qui j'étais très proche, John Baker, professeur d'histoire de droit anglais. Une fois tous les 6 ou 7 semaines, il m'invitait déjeuner avec lui pour savoir un peu de quoi je travaillais. Et je lui racontais X, Y, etc. Et il réfléchissait, il disait, ah oui Philippe, oui, oui, on a eu ce problème en droit anglais aussi. On l'a eu en 1472 et on a pris 275 ans pour régler ce problème. C'est-à-dire, on ne peut pas créer un droit international en 1945, les principes, les règles, les processus, et imaginer que 75 ans plus tard, tout sera réglé. Ça ne marche pas comme ça. Un pas en avant, un pas à côté, un autre pas en avant, un pas en arrière. C'est un long game. Et ça va prendre des centaines d'années pour vraiment imaginer une vraie justice internationale qui s'applique à tout. C'est seulement en 1947, pour la première fois en droit anglais, qu'on avait le droit de tenter une action contre la reine. C'est très, très récent. Deuxième anecdote. Novembre 2019, je suis à Washington, D.C. Je fais une conférence au George Washington University avec un grand juriste et un ami proche, Thomas Bogenthal, qui était le juge américain à la Cour internationale de justice pendant 9 ans. Un très très grand juriste. Thomas Bogenthal aussi, à l'âge de 10 ans, était à Auschwitz. Et il était une partie du petit troupeau qui était sous le contrôle de Joseph Mengele. Pendant 9 mois, il a vécu avec Joseph Mengele. Et on faisait une conférence sur l'avenir de la justice internationale. Et 2 semaines plus tard, je me préparais pour aller à la Cour internationale de justice pour plaider l'affaire des Rohingyas pour la Gambie contre le Myanmar, où j'allais me trouver assise à côté de Aung San Suu Kyi, un moment assez remarquable. Et à un certain moment, Thomas Bogenthal s'est tourné vers moi. Il a dit, est-ce que tu peux imaginer, Philippe, qu'en 1944, on aurait eu une situation où il y a une convention, comme la Convention contre le génocide, et un petit pays, très loin, tente une action contre l'Allemagne pour dire on ne peut pas traiter les gens comme ça. Ça ne se fait pas. C'est remarquable, il m'a dit, le changement en 75 années. C'est pas parfait, mais c'est remarquable. Un dernier point, et vous l'avez évoqué, et ça me trouble beaucoup. C'est clair pour moi que toute rue mène envers Nuremberg pour la justice pénale, moderne, internationale. Mais ce sont des rues qui ne sont pas parfaites. On sait qu'il y a des problèmes. On sait par exemple que pour Nuremberg, ils ont créé des nouveaux droits, des nouveaux crimes. On sait aussi qu'ils ont été appliqués avec une certaine sorte de rétroactivité. Mais on sait aussi qu'il y avait seulement un type de défendeur dans in the dock. 24 Allemands et Autrichiens. Il n'y avait pas d'anglais, il n'y avait pas d'américain, il n'y avait pas de français, il n'y avait pas de soviétique. Et ça a créé une sorte, et ça je ne sais pas comment on traduit en français, lopsided justice. Non, ça ne se traduit pas en français. Ce n'est pas une justice équilibrée, ce n'est pas une justice qui est plate pour tout le monde. Et je crains que, en dépit de ce que vous avez dit, il y a un très grand problème à La Haye. Si vous ouvrez le site internet maintenant, il faut regarder l'identité des 46 individus qui ont été cités devant la Cour internationale pénale. Tout le monde
et Noirs, tout le monde est africain. Les Noirs et les Africains n'ont pas un monopole sur les crimes internationaux. Et ça me gêne beaucoup d'avoir ce genre de situation. Par exemple, Afghanistan, parti depuis 2002 du statut. Il y a plein d'allégations de crimes dans l'Afghanistan de tous les côtés. Les talibans, le gouvernement de l'Afghanistan, les États-Unis, les Britanniques. Rien. Pourquoi? On sait très bien pourquoi. Le pouvoir, ça compte pour tout. Alors, la porte est ouverte. Petit à petit, on marche dans cette direction. Mais à mon avis, on est en 1472. Et ça sera un long voyage. Oui, je me dois de répondre et je suis la défense, mais je dois défendre la Cour pénale internationale. Monsieur Sand, vous savez, comme moi, comment on saisit la Cour pénale internationale. Une initiative du procureur, une initiative d'un État parti qui défère une situation, on n'envoie pas un de ses opposants à la Cour pénale. On défère une situation et le procureur enquête. Et si au terme de l'enquête, de l'analyse, il y a des raisons de croire que cet individu, cette personne, est poursuivie si la chambre préliminaire émet ou valide un mandat d'arrêt. La troisième voie, pour éviter qu'il y ait une zone de la planète qui soit dévastée et qu'on dise on ne peut rien faire parce que ce n'est pas un État parti où les auteurs présumés ne sont pas citoyens d'un État parti, il y a ce qu'on appelle la voie du Conseil de sécurité. C'est le Conseil de sécurité qui est le véritable gendarme du monde. Chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et pas les États-Unis, la France ou l'Angleterre qui peuvent, quand ils veulent, avec bénédiction de la communauté internationale, bombarder par exemple la Libye, pour ne citer que la Libye, pour laquelle, ou à la suite des bombardements de laquelle on s'est retrouvés ensemble. Et c'est un très bon souvenir. Cette parenthèse pour répondre que si on fait une photo, en effet, tous ceux qui sont actuellement poursuivis sont africains. Et moi, en tant qu'Africain, si on permet à mon continent de mettre fin à une certaine impunité, je vais dire bravo. Je ne vais pas dire, ah non, allez nettoyer dans d'autres continents, parce que je sais que mon continent ne pourra se développer que s'il y a la paix. Donc, je ne blâme pas le fait qu'on poursuive en Afrique. La question que je me pose, oui ou non, il y a des victimes en Afrique. Il y en a. Ben, assumons. Assumons le préambule. Mais ne disons pas c'est imparfait, il y a des crimes ailleurs. Et quand on sait comment on saisit la Cour pénale, et les Africains, les États africains sont les premiers à attaquer la Cour pénale. J'ai été invité il y a 3 ans, quand on fêtait les 20 ans du statut de Rome, donc 2018, j'étais invité à Dakar et un peu partout dans le monde. Et le président de l'Assemblée des États partis m'a demandé, moi, de venir. Il me dit, quand ce sont des Européens qui président la Cour et qui se déplacent, il y a un complexe. On ne peut pas regarder les chefs d'État africains et leur dire, franchement, qu'ils ont tort. Keïta, vous pouvez le faire, vous. Et je l'ai fait. Et j'ai dit qu'actuellement, les 3/4 des affaires qui sont pendantes devant la Cour pénale, les 3/4 ont été déférés, ces situations, par les États africains eux-mêmes. Ouganda, Congo, République centrafricaine, même le Mali, mon autre patrie, parce que je suis sénégalo-malien, est venu à La Haye. La Côte d'Ivoire, Ouattara, quand il a gagné, a déféré la situation de 2010
et de 2011, c'est après que la Côte d'Ivoire est devenue partie au traité de Rome. Mais on oublie que celui qui vient d'être acquitté, l'ancien président Gbagbo, que j'ai assisté à sa première audience, il avait déjà déféré les faits de 2003, parce qu'on peut accepter le contenu du statut de Rome, la compétence, sans signer et ratifier. Et ça a été fait. Alors je ne peux pas vous laisser dire ça, qu'il n'y a que des Africains. Ils en ont pris l'initiative, et tant mieux. Ils le regrettent parce que les enquêtes remontent jusqu'à eux. Mais c'est à nous de leur rappeler que s'ils sont élus, c'est pour nous protéger. Et moi, en tant qu'Africain, ben, ça va vous surprendre. Je suis très fier que ce soit des Africains qui émaillent à partir avec cette justice. Au moins, sur ce plan-là, on peut mettre de l'ordre dans mon continent et il en a grand besoin. Provocatrice, mais du coup, n'est-ce pas une juridiction régionale? Je suis provocatrice, et vous savez que l'Union africaine, elle plaide aussi pour une juridiction régionale, justement, dans son mouvement d'opposition. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Est-ce que vous voulez répondre? Je viens de parler, je vais laisser mon confrère. En fait, le Cour pénal international a aussi une sorte de compétence régionale pour l'Europe et pour l'Afrique. Mais je dois revenir, parce que ce n'est pas une réponse. Ce n'est pas du tout une réponse. Attends. Ce n'est pas une réponse. Mais ce n'est pas une réponse qui me satisfait. L'Afghanistan. Je peux vous répondre sur l'Afghanistan. L'Afghanistan, j'étais avec le premier procureur dans une conférence comme celle-ci. Je lui ai dit, pourquoi vous ne faites rien sur l'Afghanistan? Et il m'a répondu, Philippe, vous savez très bien pourquoi on ne fait rien sur l'Afghanistan. On sait la réalité de notre monde. Et je pense qu'on doit être conscient et on doit parler ouvertement des faits. C'est petit à petit, ça viendra un jour. L'Afghanistan était clair. Il y avait un deuxième exemple, c'était la situation britannique en Irak. Il y a eu plein d'histoires, il n'y a eu pas de procès interne au Royaume-Uni. Le procureur vient de mettre à part cette affaire aussi. Ça me provoque. C'est désespérant, je dois dire. Parce qu'on a commencé en 1945 avec un lopsided justice. Et 75 ans plus tard, c'est la même chose. Balzac a dit, le droit est comme un spider's web pour les araignées. Les petits sont attrapés, mais les grands passent. Parlons de la réalité de la chose. C'est comme ça. Moi, je pensais que vous alliez citer Victor Hugo, selon que vous soyez puissant ou misérable. C'est un petit peu aussi ce que cela illustre. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais vous répondre par un proverbe bambara du Mali qui dit « Donc Adien, à Sébalité, le jour a beau être loin, ça ne l'empêche pas d'arriver. » Donc, il faut être optimiste, y croire. Et I will tell you, sir, step by step, take it easy. Il est vrai que l'Afghanistan ou d'autres régions, mais la Cour et certains de ses membres ont subi des sanctions. Madame la procureure qui vient de quitter ses fonctions, elle était interdite de voyager. Elle a été sanctionnée parce qu'elle a ouvert des enquêtes en Afghanistan et qu'il y a eu une séance préliminaire où laquelle je suis venu, où les Américains sont venus en masse, étant conseil d'association, parce que la Cour a ouvert les amicus curiae, c'est-à-dire que toute personne intéressée peut participer. Je n'ai jamais vu autant d'amicus curiae sur la situation Afghanistan et sur la situation Palestine. Ce ne sont pas encore des affaires, mais la Cour, elle enquête. Je fais le travail du bureau du procureur, là, en vous répondant. Je suis l'avocat du bureau du procureur. Elle enquête en Colombie, elle enquête en Géorgie, elle enquête en Afghanistan où elle essaye. Donc,
il n'y a pas que l'Afrique. La situation Palestine a été ouverte. Ça fait partie des sanctions que la Cour a reçues. Pourquoi? Parce que les très grands protègent leurs alliés. Et il y a un reproche que moi je ferai à ma Cour, c'est que cette voie, la troisième voie, qui est la vraie voie du véritable gendarme du monde, pourquoi elle ne marche pas? Ça a marché pour la Libye, non-État parti, ça a marché pour le Soudan. J'ai trouvé scandaleux qu'on puisse encore massacrer en Syrie parce que un des 5 grands a opposé son veto. Et ça, c'est un aspect politique qui paralyse l'action de la Cour. Et je me demande pourquoi, 75 ans après, il existe encore un veto dans ce monde. Au nom de quoi? Pour protéger certains puissants. Mais vous deviez dénoncer l'existence de ce veto au lieu de dire que la Cour s'intéresse aux petits. Mais ça fait partie du statut de Rome. C'est imparfait. On y donne même par l'article 16 une chance à la paix. L'article 16 du statut de Rome permet, à la demande de toute partie, de dire il y a des chances de réconciliation ou de paix, et le Conseil de sécurité peut suspendre des enquêtes pendant 1 an, renouvelables. Voilà une voie qui a essayé d'être empruntée par exemple par le Kenya, où certains de ses hauts membres ont été poursuivis, l'objet d'enquête. Ça a boosté la population kenyane, devenue très nationaliste, anti-cour pénale, et du coup, ces 2 dirigeants qui n'étaient pas à la tête de l'État, qui étaient des opposants, se sont rassemblés et ont pris la tête du Kenya. Mais ils ont continué à coopérer, ils sont venus à la cour, ils sont venus aux audiences et ils ont continué à vaquer à leurs occupations. Vous savez comment ça s'est terminé? On a fini par drop les charges, laisser tomber les charges, parce que quand vous êtes au pouvoir, la Cour pénale n'a pas d'armée, elle n'a pas de police, elle n'a pas de gendarmerie. Donc les États sont obligés de coopérer. Mais il y a la souveraineté derrière. On peut très bien faire semblant de coopérer. Et donc, la procureure de l'époque a préféré renoncer aux charges pour éviter un acquittement parce que les témoins se sont débinés un par un. Des témoins relocalisés, identité refaite. Le jour où secrètement ils devaient venir témoigner, masqués, avec changement de voix et tout, la veille, les journaux kenyans annonçaient « Ah, monsieur Untel ou madame Untel va témoigner demain à La Haye contre notre chef de l'État. » Et ces témoins ont dit « Ah non, 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 moi j'y vais pas dans ces conditions-là. On m'a relocalisé, mais on m'a identifié. Non, non, non. » Et c'est comme ça que c'est une faiblesse de la Cour peut-être, mais c'est une réalité. Et on ne peut pas nous blâmer pour cette réalité. On n'a pas les moyens, on n'a pas d'armée. Et la Cour pénale, ben c'est vous qui l'avez créée, c'est nous qui l'avons voulu, avec les moyens que vous lui avez donnés, vous. Mais je ne blâme personne. Mais je dis en tout cas, il vaut mieux être à l'intérieur de la maison et essayer de la parfaire que d'être en dehors et de se contenter de la critiquer. Moi, je voudrais changer un peu la direction de la conversation, parce que là, on met l'accent sur le niveau international. Mais finalement, le niveau international est tout petit. C'est pas où les choses se passent vraiment. Là où les choses se passent vraiment, c'est au niveau interne. Et dans ce genre de conférence, on a tendance à oublier ce qui se passe au niveau interne, parce que c'est pas dans les journaux, parce que c'est pas si facile à trouver, c'est pas traduit en anglais ou en français. Mais au niveau interne, pour moi, c'est là où il y a les choses les plus intéressantes qui sont en train de se passer. C'est pas au niveau international. Par exemple,
quel est le pays qui poursuit les violateurs de ISIS et Daesh? C'est ironique, mais c'est l'Allemagne, où il y a plusieurs procès en ce moment du plus grand intérêt sur crimes de génocide par violation de femmes. Personne n'en parle de tout ça. Personne n'en parle des conséquences sur les voyages internationaux même des grands leaders à cause du principe d'universalité, compétence universelle en droit criminel. Qu'est-ce qui s'est passé après les Américains ont commencé en 2003-2004 à utiliser le waterboarding, une forme de torture? Au niveau international, rien. Mais au niveau national, certains procureurs ont commencé à faire des investigations. Et à cause de ces investigations, certains grands de ce pays n'ont pas pu voyager. M. Rumsfeld n'a plus jamais quitté son pays. M. Bush, qui devait partir au Canada et en Suisse, a annulé, parce que 2 procureurs ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas exclure vouloir poser des questions. Après l'affaire de Nuremberg, pour moi, le procès le plus important qui a suivi, qui est aussi pas parfait, ce n'est pas un procès international, c'est un procès national. C'est le procès contre le sénateur Pinochet. Pourquoi? Parce que comme Nuremberg, c'était révolutionnaire. Pour la première fois dans l'histoire, un tribunal national au Royaume-Uni a indiqué que dans le contexte de crimes internationaux, crimes contre l'humanité, un ancien chef d'État n'a plus d'immunité. C'est dramatique. Et ça a eu les plus grandes conséquences, peut-être pas à prévenir, à préventer les crimes, mais à enlever la facilité de voyage pour ceux qui sont poursuivis. Alors, je pense que si on prend cette question, une justice internationale est-elle possible? Je ne pense pas qu'il faut mettre l'accent exclusivement au niveau international. Après tout, la Cour pénale internationale reconnaît le principe de complémentarité, que c'est au niveau national que doivent vraiment changer les choses. Et pour moi, c'est vraiment là, dans les années qui viennent, qu'il faut vraiment mettre l'accent. La question, c'est est-ce que la justice universelle est possible? Et à ce moment-là, on a une complémentarité entre la justice internationale et les justices étatiques pour pouvoir arriver à cette justice universelle. Est-ce que c'est ça? Vous reformulez la question finalement? Non, quand on parle de justice internationale, pour moi, on parle aussi des crimes internationaux qui sont invoqués dans les instances nationaux. Pour moi, ça fait partie de justice internationale, parce que la base, c'est des conventions. Et aussi, on oublie, une fois qu'on devient partie au statut de Rome, comme c'est passé dans plein de pays, dans le Royaume-Uni, on doit changer notre droit interne. On doit intégrer dans le droit interne tous les crimes qui sont dans le statut. Alors pour la première fois, le Royaume-Uni, après 1998, a changé son droit interne pour intégrer crimes contre l'humanité pour la première fois. On avait déjà génocide à cause de la Convention de 1948. Alors les conséquences sont beaucoup plus complexes et nuancées, et je pense qu'on ne doit pas seulement regarder à ce qui se passe au niveau international en parlant d'une justice internationale. Vous êtes d'accord? Vous avez peut-être confirmé, c'est-à-dire qu'il faut venir au niveau des États. Je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Sands. Je voudrais juste rappeler que cette Cour pénale internationale, dans son statut de Rome, met en avant la complémentarité. C'est-à-dire que les juridictions européennes, vous connaissez, avant de pouvoir les saisir, il faut épuiser les voies de recours internes. Mais dans le système de la Cour pénale, la primauté d'enquête et de poursuite est laissée aux États. Donc,
quand on reproche à la Cour d'être que sur le continent africain, les États africains devaient remercier la Cour parce que ça suppose déjà une faillite des États eux-mêmes. Parce que la complémentarité est à leur disposition. C'est à eux d'abord d'enquêter et de poursuivre. C'est si seulement un État ne peut, ou un État ne veut, ou un État fait semblant de poursuivre pour mettre à l'abri certains de ses dignitaires ou ministres, que la Cour, par un monitoring, reprend la main et décide de mener elle-même les enquêtes. Donc, on parle de justice pénale internationale, mais cette justice pénale internationale prévoit la primauté d'un mécanisme domestique national. Ce qui est dommage, c'est que les États qui peuvent être concernés par la nature de ces crimes, ils sont en voie de développement. Ils n'ont pas les moyens d'appliquer une justice sereine, avec des juges qui soient au-dessus de tout soupçon, loin de corruption, parce que bien payés, avec des mécanismes modernes d'organisation de la justice, n'ont pas les moyens. Donc on a mis un nouveau concept en place qui s'appelle la complémentarité positive, à savoir qu'il faut aider ces pays qui en ont besoin pour former des cadres et que plus tard, la cour pénale idéale, ce serait une cour pénale totalement désœuvrée parce que les États auront les moyens de prendre eux-mêmes l'initiative des enquêtes et des poursuites. Mais c'est rêvé. Donc, je vous rejoins. L'international passe d'abord par le national et raison de plus pour ne pas blâmer l'international. Alors, maintenant que nous arrivons à un point d'accord, quand même, vous l'admirerez, cet exploit. Nous allons en appeler à vous. Est-ce que vous avez quelques questions? Alors, une ou deux, parce que nous avons commencé en retard, mais je rattraperai au fur et à mesure. Est-ce qu'il y aurait une ou deux questions dans la salle? Alors, on le disait tout à l'heure, la première est toujours la plus compliquée. Non, moi, je peux leur en poser, mais ce serait bien que ce soit vous. Je vais le faire, sauf si quelqu'un lève la main. Non, alors moi j'ai une question du coup, parce qu'on arrive sur le comment, vous avez déjà donné un petit peu quelques voies, comment encore améliorer cette justice internationale, donc mieux impliquer les États, donner des moyens, etc. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez d'autres moyens à suggérer pour rendre cette justice internationale, dont vous êtes d'accord qu'elle est possible avec la complémentarité, plus efficace, plus rapidement, qu'on passe de 1400 à 1800 un peu plus rapidement? J'ai quelques propositions et je les ai faites publiquement. Je considère que si c'est la première cour qui donne sur le plan international enfin une voix aux victimes, et c'est la défense qui parle, je dis qu'il ne faut pas se payer de mots. Les victimes, quand il y a un acquittement, elles n'ont rien. Elles sont victimes une deuxième fois. Cela s'est passé pour le procès Bemba. Ça vient de se passer pour Gbagbo et Blé Goudé qui ont été acquittés. Mais c'est du droit. La Cour pénale n'est pas une organisation internationale des droits de l'homme. Dès l'instant où les personnes poursuivies sont acquittées, il faut chercher ailleurs les responsables. Soit c'est le procureur qui a mal fait son travail, soit ce sont les avocats de la défense qui ont été excellents. En tout cas, les juges ont tranché. La proposition que je fais, moi, pour ne pas avoir les victimes une deuxième fois, c'est qu'on parte du principe qu'il ne faut pas compter sur le mécanisme seulement de la Cour pénale et qui a mis en place un fonds d'indemnisation des victimes, mais c'est sur volontariat que ce fonds est alimenté. La première responsabilité lorsqu'il y a des victimes, c'est l'État qui a failli. Et donc, c'est cet État qui doit immédiatement indemniser les victimes, nonobstant l'ouverture qui est faite de suivre ou de participer aux procédures de la Cour.
Si l'État ne peut pas, je vous ai dit qui était le véritable gendarme du monde. C'est le Conseil de sécurité. Ça veut dire que lui aussi a failli à protéger la sécurité et la paix dans le monde. Dans ces cas-là, ce sont les Nations Unies, c'est-à-dire toute la communauté internationale, collectivement, qui doit réparer d'abord, à charge pour l'État ou la communauté internationale, de se retourner après, quand les personnes sont convaincues ou coupables au-delà de tout doute raisonnable. Ça éviterait que les victimes soient victimes une deuxième fois. Il ne faut pas se mentir, les 3/4 des personnes actuellement poursuivies devant la Cour pénale internationale sont déclarées indigentes. Que voulez-vous après un procès? Thomas Lubanga Dilo, le premier poursuivi, il a été condamné. Et puis après, il a des biens? Il n'a rien. Il va présenter des excuses aux victimes? Qui répare? Donc, voilà une proposition concrète. Une deuxième proposition concrète, c'est la durée des procédures. Le droit de Rome a été négocié dans le cadre d'un traité. La communauté, les juges, les avocats, les juristes, surtout les diplomates, chacun a essayé d'imposer son droit d'origine. Et ça a donné un droit métis, un droit sui generis, avec la procédure qui est anglo-saxonne, avec la participation un peu des victimes. C'est un mélange. Mais le mélange, ce n'est pas forcément le meilleur résultat. Pourquoi? Il n'y a pas de vérité de départ. Le procureur enquête à charge et à décharge. Moi, je suis de la défense. Vous croyez que je vais faire confiance à l'ADN d'un procureur qui a vocation à poursuivre et je vais attendre qu'il vienne me donner des éléments exonéatoires? C'est de la blague. Donc moi, à défense, je vais sur place aussi enquêter, même si j'ai 3 ans de retard. Et les victimes? Mais les victimes aussi participent à la manifestation de la vérité. Donc on a après 3 vérités qui arrivent et posées sur le plateau. Et on a des procédures qui durent 8-9 ans. Et pendant ce temps-là, on oublie un principe fondamental du statut de Rome aussi. La liberté est la règle, la détention l'exception. La Cour pénale pourrait être condamnée si c'était un pays européen parce que la durée des procès est déjà une atteinte. Donc pour raccourcir la durée des procès, moi je propose qu'on change la procédure et qu'il y ait un véritable juge d'instruction, à la française par exemple, et quand ce juge instruit à charge et à décharge, enfin une affaire vient. Et les parties, le bureau du procureur, la défense, les victimes, chacun a droit dans un petit laps de temps à contre-enquêter, mais ça ne dure pas 10 ans. Et là, on aura une justice moins coûteuse, plus rapide, plus satisfactoire et certainement plus satisfaisante. Voilà 2 propositions concrètes. Merci beaucoup pour ces propositions. Alors là, ce sera la dernière intervention, la dernière réponse. Nous avons commencé par vous et nous finirons par vous. C'est bien, mais je crains que c'est, comment dire en anglais, fiddling while Rome burns. Il y a des problèmes qui sont beaucoup plus grands que ça. Il y a un manquement de volonté politique. En 1945, il y avait une volonté. Aux années 90, il y avait une volonté. Pour l'instant, il n'y a pas de volonté. Et je pense que le plus important pour l'instant, c'est de défendre l'idée d'une justice internationale. Parce que ce n'est pas un donné à ce moment-là. On discutait à l'heure du déjeuner, ce qui se passe en certains pays. En ce moment, on peut aller nulle part avec la question des Ouïghours dans les instances internationales. Il n'y a rien. Une fois par semaine, je reçois une demande. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut aller? Y a-t-il un tribunal? Non, non et non. Les Nations Unies n'ont même pas encore eu accès aux camps de détention. Alors, pour moi, si on parle de la justice internationale, l'accent
ne doit pas être sur les procédures très particulières de certaines instances au niveau national ou international. Ça doit être de recouvrir une volonté politique sur le principe qu'aucun individu et aucun État a le droit d'agir de certaines façons. Qui m'occupe énormément en ce moment, c'est que depuis 4-5 ans, on a un projet complété sur une convention pour la prévention et punition de crimes contre l'humanité, comme une convention parallèle de la convention de 1948 sur le génocide. Et cette convention va nulle part. Il est arrêté aux Nations Unies parce que, incroyablement, les États qui ont créé le système de 1945 ont perdu vraiment la volonté de continuer leur propre projet. Alors pour moi, l'accent, ça doit être pas au niveau juridique, c'est au niveau politique. C'est de encourager ces pays qui ont fait tellement en 1945 et aussi aux années 90 de retourner à la table et de encourager les pays qui n'ont pas été à la table mais qui devraient maintenant être à la table, y compris la Chine, la Russie et plein d'autres pays, de reconnaître que ce n'était pas acceptable entre 1933 et 1945 d'agir de cette façon, et ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Et je reconnais absolument sur un mot d'accord, il y a un grand problème au Conseil de sécurité. C'est absolument ridicule et indéfensable qu'en 2021, ces 5 pays peuvent contrôler l'agenda du monde. Et si on veut vraiment ouvrir la porte, c'est là où il faut commencer. Et seulement avec ce genre de volonté et ces genres de changements qu'on peut commencer à jouer un peu avec les instances. Le droit ne prend jamais la voie le premier. Le droit suit. Et le droit suit la volonté politique. Et si on veut vraiment changer la chose, c'est là où il faut vraiment mettre l'accent. Et c'est là où des institutions comme celui-là jouent un rôle de grande importance. De se souvenir pourquoi on est là, rassemblés aujourd'hui. C'est de savoir ce dont les êtres humains sont capables et de dire non, on ne peut pas agir comme ça. Et si vous agissez comme ça, vous avez des risques au niveau interne et au niveau international. Alors pour moi, dans les 10 ans qui viennent, c'est la volonté politique qu'il faut recréer. Bien, je pense que vous aurez compris que le chemin est long, mais qu'il est possible. Et je me dis qu'avec des personnes, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec des personnes comme ça, je pense que nous pouvons être optimistes et qu'une justice internationale non seulement est possible, mais grâce à des personnes comme vous, elle sera de plus en plus efficace. Merci énormément. Je pense qu'on peut encore les applaudir une nouvelle fois. Merci énormément.